Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cet événement du Laboratoire d'histoire et de patrimoine à Montréal. Dans le cadre de ce Midi du Labo, nous faisons place à la relève. Vous aurez l'occasion de découvrir nos boursiers et boursières 2022-2023. Ce sont trois récipiendaires des bourses d'excellence décernées par le LHPM qui vous feront voyager dans le temps, 18e, 19e et 20e siècle, et qui vont vous faire voir des espaces montréalais en abordant des thématiques très originales. Donc, tout d'abord, Olivier Chiasson-Louvier, étudiant à la maîtrise de l'Université de Sherbrooke sous ma direction, vous présentera les premiers résultats de son analyse cartographique du recours à la justice criminelle à la fin du régime français de 1740 à 1755. Après un dépouillement initial de 140 dossiers judiciaires, il nous fera part des caractéristiques générales des plaintes à l'origine des procès et du rapport spatial des justiciables à une institution fondamentalement urbaine. Nous enchaînerons avec Sonia Blouin, étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke, co-dirigée par Louise Bienvenue et moi-même. Nous enchaînerons avec Sonia Blouin, qui, après avoir étudié les métiers du métal à Montréal au 17e siècle, se porte maintenant son attention sur l'histoire de la danse orientale au Québec depuis la Seconde Guerre mondiale. Une telle étude, centrée sur les enjeux de transfert culturel, nécessite d'établir clairement les concepts et la nomenclature sur le thème de sa présentation ce midi. Après cette incursion dans le milieu de la danse orientale, Francis Lapointe, étudiant à la maîtrise de l'UQAM sous la direction de Joanne Burgess, nous fera découvrir l'émergence du commerce musical à Montréal de 1815 à 1851. C'est tout un secteur artisanal et commercial qui apparaît dans le paysage urbain afin de construire et de vendre les instruments de musique. Nous découvrirons les gens, leurs relations, les phénomènes culturels qui sous-tendent cette nouvelle activité économique. Nous commençons avec Olivier Chiasson-Lausier. Olivier, à toi la parole. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents pour cet exposé on parle de mon projet de maîtrise que j'ai intitulé Analyse cartographique du recours à la justice criminelle à la fin du régime français à Montréal 1740 à 1750. Dans cet exposé, je discuterai brièvement des objectifs un peu de mon travail de recherche et de ma méthodologie, mais je vais essayer surtout de centrer cette présentation sur mes premiers résultats et mes premières analyses préliminaires, donc en lien avec la typologie des crimes, d'espace urbain et de la cartographie, bien évidemment. Pour ce qui est de mon projet de recherche, donc je vais essayer d'être le plus court possible pour vous offrir le plus d'informations quant à mes résultats de recherche. Donc, mes objectifs, essentiellement, c'est d'étudier le recours à la justice criminelle sous une perspective spatiale. J'attire votre attention sur le terme justice, le recours à la justice criminelle. Donc, je ne dis pas la criminalité comme telle, mais le recours à la justice qui est amené en cours à l'époque. Et puis, donc, ce qui veut dire déterminer les lieux associés à la criminalité, donc qui sont recours en justice. Ultimement, je veux faire une cartographie des différents lieux de la criminalité et puis, avec ça, produire des analyses géospatiales à partir de ces cartes, mais aussi à partir d'autres données géospatiales. Temporellement, je m'intéresse à ces années 1740 à 1755, donc des années marquées notamment par des conflits, euh, entre autres la guerre de succession d'Autriche, et puis le début, donc les premiers escarmouches qui vont mener à la guerre de 7 ans. Et donc, c'est un temps qui est marqué par beaucoup de conflits et je pense qu'il y a justement un intérêt de l'étudier parce que ça peut avoir un impact justement sur le recours à la justice. Et spatialement, je m'intéresse donc à cet espace qui est la juridiction royale de Montréal. Donc, immense espace, faut le rappeler, et qui comprend une variété de territoires. Et donc, tout ce qui est à l'ouest essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on appelle le lac Saint-Pierre et le lac Champlain. Pour ce qui en est de la méthodologie, mes sources, donc, je me centre sur les procès criminels du fonds TL4 de la BANQ, ce qui regroupe 136 procès au total. Léon avait dit 140, mais bon, il y a des petites variations. Il y en a certains qui sont bons, d'autres moins. C'est ce que je recherche dans ces procès, c'est les lieux du crime et essentiellement aussi toutes sortes de données sur l'identité des justiciables. Donc, ça peut être, par exemple, au niveau du genre, du métier du travail que que ces justiciables font, mais également des données spatiales, leur origine et leur lieu de résidence. Comment ça se fait? C'est en trois méthodes. D'abord par une transcription et une annotation, qui se fait surtout à partir du logiciel d'aide à la transcription qui se nomme Transcribus, et puis une mise en carte à partir de systèmes d'information géographique, et finalement des analyses géospatiales, donc qui se font également à partir de SIG, mais aussi d'autres logiciels de compilation de données.
Donc maintenant, pour la partie qui est plus intéressante, je dirais, sur ces premiers résultats de recherche. Donc, je me suis centré sur les années 1740 à 1750 pour offrir un peu plus de précision, je dirais. Donc, avant de rentrer plus là-dedans, je veux juste clarifier que j'ai analysé 70 procès au total, dont 60 procès sont jugés par la juridiction royale, c'est-à-dire des procès qui ne sont pas considérés militaires, alors que 10 procès parmi ces 70 sont jugés de manière militaire et donc par un conseil de guerre. Je vais me centrer pour cette présentation sur ces premiers 60 procès. Au niveau de la localisation, 64 de ces 70 procès ont pu être localisés et ont un lieu relativement précis que j'ai pu déterminer. Malheureusement, 6 procès ne pouvaient pas l'être pour une variété de raisons, mais généralement, c'est parce qu'il manque de documents pour nous permettre de le faire. Souvent, des plaintes sont absentes des procès, par exemple. Au niveau des types de crimes à laquelle on fait face dans cette juridiction dans ces années-là, c'est marqué notamment par deux types de crimes, donc les voies de fait et les vols, qui à eux seuls représentent une proportion immense de 63% des cas et qui est en fait qui est proportionnellement vraiment important quand on regarde la variété de crimes qui sont commis et qui sont rapportés en justice à l'époque. Ça a été un peu déjà expliqué, cette importance des voies de fait à Montréal, notamment, bon, par André Lachance qui en avait parlé, en lien avec ce qu'on appelle l'espace frontière de Montréal, donc de la juridiction dans laquelle les Montréalais font face à euh, un monde un peu différent que le reste de la colonie, où on a plus accès à ce qu'on appelle, je cite, des contrées sauvages, je dirais. On peut l'appeler un peu comme on veut, mais à ces pays d'en haut, et donc qui pourrait avoir un impact sur la manière dont la criminalité est commis, excusez-moi. Euh, à mon avis, ça peut être une raison possible, mais il y a d'autres choses, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais beaucoup de choses liées surtout à la propriété, je dirais, à Montréal. Autre fait intéressant, c'est notamment au contraire, c'est l'inimportance, je dirais, des ventes d'alcool et des formes de contrebande, qui, il faut le rappeler, au début du 18e siècle, à Montréal, avait une importance très, très forte. Et en termes de recours à la justice, c'était surtout ça qui était amené en justice, c'était des questions de contrebande et d'alcool, alors que ici, ça a diminué drastiquement. Ça avait été traité par quelqu'un comme Eric Wenzel qui en avait parlé de cette décroissance de l'importance des ventes d'alcool, euh, qui s'explique par une variété de raisons, mais c'est des questions judiciaires, surtout donc un désintérêt judiciaire pour les questions d'alcool, mais aussi peut-être d'une certaine manière un désintérêt des justiciables pour ce genre de crime. L'espace urbain et l'espace rural, donc, comme vous le voyez, 52% de ces cas, de ces 60 procès, pardon, sont commis dans cette zone que j'appelle urbaine, donc qui essentiellement comprend la zone intramurale à l'intérieur des remparts de Montréal d'époque et les faubourgs environnants, Saint-Joseph, Saint-Laurent, par exemple, au Faubourg Québec. 48% des crimes sont commis dans des espaces non urbains, donc ruraux, donc ce qui comprend essentiellement le reste de la juridiction royale de Montréal. À première vue, 52%, 48%, c'est très, très proche, mais il faut rappeler que bon, la majorité de la population vit en espace rural. Et donc, ce 52% est très significatif quand même. Qu'est-ce qui explique cette prédominance de l'urbain? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, à mon avis, c'est surtout juridique, c'est la question de la proximité à la justice. Donc, les gens vont plutôt vont se plaindre parce qu'ils ont une proximité à la justice. Pour le rappeler, les institutions judiciaires à Montréal sont situées à l'intérieur même des remparts de Montréal. Et donc, les gens qui sont loin de la justice, par exemple, dans, euh, dans les villages un peu, disons, de la rive nord aujourd'hui, la Chenée, par exemple, c'est une très grande distance à parcourir et donc parfois ça vaut pas toujours la peine, surtout que c'est aussi, il faut le rappeler, c'est très coûteux, la justice. Donc, c'est une des raisons qui pourrait expliquer ça. Typologie d'espace, de quel type d'espace sont sollicités par la criminalité? Ce sont surtout des espaces privés, donc ça se passe généralement à l'intérieur de maisons ou sur des terres agricoles, parfois même à l'intérieur même de congrégations religieuses.
c'est pas rare d'en voir des cas comme ça. 69%, donc la grande majorité, une bonne majorité quand même des cas sont commis en espace privé. Ce qui un peu démontre d'une certaine manière la volonté de cacher le crime chez beaucoup de gens, du moins. Ces tableaux, à première vue, ne disent, je trouve en tout cas, du moins pas tout sur ce qui est vraiment cette justice, ce recours à la justice criminelle. Et je pense qu'il faut aussi faire appel à d'autres formes de représentation, notamment la cartographie. Et c'est parce que la cartographie nous en dit d'autres informations quand même intéressantes, notamment où se situent directement ces crimes. Par exemple, je peux savoir qu'il y a eu ici en bas à gauche de la carte, au Fort Niagara, il y a eu un crime de vol dans un magasin du roi au Fort Niagara. Ça me dit, par exemple, où sont passés les crimes, mais ça me dit aussi, en fait, les formes de concentration de criminalité, où se situent ces crimes. Eh bien, généralement, comme vous le voyez, dans cette zone, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Montréal, ou en proximité des institutions judiciaires montréalaises. Et ça se fait aussi à plusieurs échelles, notamment comme on le voit ici, avec une concentration dans l'espace intramural et même à l'intérieur de la ville de Montréal, comme ici, euh, dans ce qu'on appelle cette zone centrale de la ville à l'époque où il y a cette place du marché, où il y a circulation de biens, circulation de gens, plus propice justement à des formes de criminalité. Je vais un peu conclure là-dessus, je ne veux pas trop m'étaler, mais je pense que, en fait, cette cartographie-là, c'est un peu mon point de la journée, c'est que ça nous permet de mieux comprendre, en fait, ce qu'est le recours à la justice. Il faut le rappeler, la justice d'époque, la justice moderne occidentale est fondamentalement spatiale. La justice comme telle s'approprie des espaces et applique ses lois, son droit spatialement, en fait. Et donc, ça nous permet d'avoir un nouveau point de vue sur le recours à la justice criminelle. Je pense que c'est important aussi. Donc, de pas seulement faire des tableaux, mais aussi de chercher à la faire en cartographie. Donc, je vous remercie pour avoir écouté ma présentation. Merci beaucoup, Olivier. Donc, maintenant, Sonia, tu peux ouvrir ton micro et lancer ta présentation. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de finalement mon projet de recherche. Objectif aujourd'hui, c'est de préciser finalement l'objet d'étude, qui est la danse orientale à Montréal, puis de détailler le cadre conceptuel qui va guider mon analyse. Donc, je vais commencer par définir un peu plus c'est quoi la danse orientale. Ensuite, je vais vous parler des concepts que je vais utiliser, donc les transferts culturels et les discours. Donc, l'appellation danse orientale, finalement, c'est un terme qui est très polysémique. Il a connu aussi une évolution sémantique significative. Au début du 20e siècle, c'est une terminologie qui est couramment utilisée pour désigner l'ensemble des expressions dansées issues de l'Orient. Donc, il n'y a aucune distinction entre les danses qui viennent de l'Inde, de la Chine, du Moyen-Orient. On appelle ça danse orientale. Donc, progressivement, c'est un terme qui va être finalement restreint pour désigner les danses du Moyen-Orient. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout l'expression danse du ventre qui va être utilisée. C'est une expression qui vient de l'exposition de Paris en 1889. Donc, c'est quand même, en plus de ses origines controversées, c'est une expression qui est souvent considérée comme étant trop limitative parce qu'elle focalise trop sur une partie du corps. Donc, dans les années 80, les artistes ou les professionnels au Québec vont choisir d'utiliser le terme baladi. C'est un terme arabe qui signifie mon pays, mais c'est aussi un terme qui est très limité finalement parce qu'il renvoie à un style folklorique urbain en Égypte. Donc, au début des années 2000, les artistes vont revenir à l'appellation danse orientale. Puis, parce que c'est la traduction du terme Raksharki, qui est le style cabaret le plus pratiqué aujourd'hui. En dépit du fait que Raksharki veut dire, bon, comme je disais, danse de l'Est, mais aussi a été inventé dans le contexte colonial en Égypte au début du 20e siècle pour la distinguer des styles de danse occidentale. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, ça reste quand même une terminologie qui est controversée. Et selon le contexte,
on peut désigner finalement le terme danse orientale peut désigner soit seulement le style cabaret égyptien, donc le Rakşarki, ou inclure plus largement une variété de styles. Dans le milieu anglophone, c'est belly dance qui est utilisé, donc la traduction de danse du ventre, mais reste que c'est aussi très contesté comme appellation. Le terme oriental il est mal vu aux États-Unis, donc on va utiliser surtout MENAT pour Middle East, North Africa, Hellenic et Turkish, mais ça n'inclut pas les styles qui n'ont pas été inventés finalement dans ces pays-là, donc souvent les styles plus modernes. Donc, bien que les appellations sont encore contestées, dans le milieu francophone, on utilise surtout danse orientale et dans le milieu anglophone, belly dance. Il n'y a pas de consensus. Donc, dans mon cas, je vais utiliser le terme danse orientale de façon très, très large, un peu comme belly dance. Donc, je vais inclure autant les danses orientales dites classiques, donc le Rakşarki, cabaret américain, etc., les danses folkloriques, puis les fusions modernes qui ont surtout été finalement inventées aux États-Unis. Donc, on va y aller avec le transfert culturel. Donc, dès que deux cultures entrent en contact, il y a un processus d'échange qui s'opère. Puis, depuis les diffusionnistes du 19e siècle, il y a plusieurs concepts qui ont été utilisés pour décrire ces échanges-là. Là, je vais faire un petit survol de ces concepts-là, mais je vous disais d'avance, c'est très, très simplifié. OK? On pourrait passer facilement 1 heure sur chaque concept. Donc, l'assimilation, c'est lorsque un individu ou un groupe dominé, finalement, intègre les éléments de la culture dominante dans le but d'obtenir une meilleure reconnaissance souvent. Donc, le problème avec ce concept-là, c'est qu'il ne tient pas compte du caractère poreux des cultures. Donc, le terme acculturation permet de rendre compte de ce caractère-là. Il décrit un processus de transformation qui s'opère lorsque des individus ou groupes d'individus entrent en contact. C'est un processus qui est multidirectionnel, puis multidimensionnel. Ça veut dire qu'en intégrant des éléments d'une autre culture, ça ne veut pas dire qu'on va perdre celle de la culture d'origine. Donc, la théorie de la culturation fait l'objet de nombreuses critiques, en particulier pour sa focalisation sur certains traits culturels spécifiques, oubliant que la culture, c'est un système, puis aussi pour l'insistance excessive de certains auteurs sur les survivances culturelles. Donc, c'est un terme très critiqué. Donc, le terme appropriation, je ne vous l'apprendrai pas, ça aussi à mauvaise presse. On dit qu'il y a appropriation culturelle lorsqu'un individu ou un groupe dominant utilise et détourne les arts, les expressions ou autres éléments culturels appartenant à un groupe culturel défavorisé ou opprimé. Donc, quand même, le terme appropriation peut avoir différentes significations. En histoire de l'art, il n'est pas du tout utilisé dans cette façon-là, mais reste que le terme a vraiment mauvaise presse. Donc, l'hybridation, pour Homi Bhabha, l'hybridité, c'est un tiers espace où se créent de nouvelles formes identitaires. Bien que ce concept-là permette de décrire la dynamique des échanges culturels, l'emploi trop généralisé de ce terme a affaibli la pertinence finalement conceptuelle. Donc, moi, j'ai choisi le concept de transfert. Donc, contrairement au terme appropriation et acculturation, le terme de transfert n'est pas associé, en tout cas pour le moment, à un jugement de valeur. Il implique seulement le déplacement d'un objet ou d'une pratique d'un espace culturel à un autre. C'est un concept qui a été développé par les germanistes Michel Espagne et Michael Werner dans les années 80. Le concept, donc, met l'accent sur le processus, donc le mouvement de personnes, d'idées, d'objets et sous-entend une transformation profonde liée au contexte de la société d'accueil. Donc, le transfert culturel peut être étudié selon 3 perspectives principales. Donc, les processus de sélection, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est rejeté, pourquoi. Les vecteurs de transmission, donc, quelles sont les figures et les principaux lieux de médiation. Et les formes aussi de réception, donc, comment est-ce intégré, quelle place l'objet occupe-t-il dans la société, etc. Donc, l'objectif, ce n'est pas de comparer les œuvres, donc les œuvres qui viennent de l'émetteur ou du receveur, mais d'étudier la circulation des agents de diffusion et des mécanismes d'appropriation. Donc, c'est un processus qui nous permet aussi d'en apprendre davantage sur les valeurs de la société d'accueil. Donc, maintenant, revenons au cœur ou au gros du sujet que je veux parler aujourd'hui. Donc, les discours.
Donc, d'après Foucault, ce sont les pratiques discursives qui façonnent les pratiques sociales et non l'inverse. Donc, les discours en tant que système d'idées et de connaissances est un instrument de pouvoir. Il existe donc un ordre du discours comme il y a un ordre social qui modèle les pratiques. En danse orientale, elle semble en fait avoir été modelée par 3 discours principaux, donc le discours patriarcal, le discours orientaliste et le discours élitiste. Il faut quand même dire qu'il y a aussi des discours ou des contre-discours, comme le discours féministe, qui ont aussi eu un rôle important dans l'évolution de la danse orientale en Amérique. Donc, commençons par le discours patriarcal. Donc, je ne vous l'apprendrai pas, le discours patriarcal peut se définir comme un système de valeurs, de croyances et de pratiques sociales qui privilégie la domination masculine, perpétuant ainsi les inégalités de genre. Donc, à première vue, la danse orientale semble conçue pour attirer le regard masculin. Rappelons que le Rakcharki a été développé en Égypte principalement pour répondre à la demande du public européen, majoritairement masculin. Donc, les costumes et les ventres dénudés, finalement, sont clairement conçus pour attirer le regard, pour l'attrait visuel. Et dans une perspective patriarcale, les mouvements de cette danse sont souvent perçus comme sensuels, voire même sexuels. Dans les années 60, à Montréal, le Rakcharki était associé à l'effeuillage et au striptease. Donc, dans un article de 1961 du Chicago Tribune, on pouvait même lire qu'à Montréal, les cabarets grouillent de danseuses arabes. Donc, on ne fait aucune distinction entre la danse orientale et le striptease. C'est pour ça que j'ai mis une photo de Carole Laure dans le film X13 de 1971. Donc, même si la danse, c'était pas vraiment de la danse orientale, elle était associée à la danse orientale, surtout avec le décor. Puis on voit qu'elle fait sa danse là, pour son partenaire masculin. Donc, c'est ça. Donc, Fazia Amir, l'artiste et femme d'affaires égyptienne qui fut aussi propriétaire du Club Sahara à Montréal, a souvent été menacée de déportation. Elle a d'ailleurs organisé un spectacle avec les musiciens au Palais de justice de Montréal pour se défendre contre des accusations d'atteinte à la moralité. Donc, les artistes de la danse orientale se défendaient puis défendaient leur art. Donc, par contre, sous l'effet d'une perception répétée en tant qu'objet, les femmes internalisent progressivement le regard extérieur, ce qui entraîne une surveillance constante de leur propre apparence. Donc, la conformité aux normes de beauté sociétale est une préoccupation de plusieurs danseuses. Dans les années 70, la danse orientale a été marchandisée comme une activité de mise en forme, une façon de perdre du poids finalement. Puis ça contribue quand même à maintenir les normes de beauté hétéronormatives. Par contre, la sociologue Christa Banassiak a montré que le fait de capter et de contrôler finalement le regard masculin, ça peut être une source de plaisir et d'empuissancement. Les féministes américaines ont aussi manifesté un intérêt pour les danses orientales dans les années 70. Elles y voyaient une libération du corps des normes et de la morale chrétienne. Elles ont aussi ajouté de nouvelles significations, souvent un lien avec la danse féminine divine et universelle. Le but, c'était finalement de réclamer une forme ancienne et pure de la féminité qui a été corrompue par les exploitations du patriarcat. Mais même si c'est une vision qui n'existait pas finalement dans les pays d'origine. Même si ça peut sembler contradictoire, les deux discours coexistent en même temps. En même temps, de faire la promotion d'un féminin sacré pour l'affranchissement du contrôle patriarcal, les danseuses renforcent souvent les normes corporelles hétéronormatives. Donc, un exemple, je l'ai mis l'article, une photo de l'article de la presse de l'école de Micheline Dastou, où elle présente la danse finalement comme un moyen de perdre du poids et être belle. Donc, le baladi permettrait aussi de consolider la cellule familiale en dansant pour son homme. Donc, dans l'article, on voit aussi quelques nouvelles interprétations féministes, comme la danse orientale serait une préparation à l'accouchement ou que c'est aussi une danse d'un loisir qui attire les féministes qui découvrent leur sensualité. Donc, on va passer au discours orientaliste. Donc, dans le livre Orientalisme de Edward Said, il décrit l'orientalisme comme un système omniprésent de connaissances occidentales sur l'Orient, où les stéréotypes sont utilisés pour justifier la domination coloniale dans cette région-là. Donc, tout comme le discours patriarcal justifie la domination masculine sur les femmes, l'orientalisme légitimise la suprématie de l'Occident sur l'Orient. Donc, le discours faisant de l'Orient un espace qui est monolithique,
archaïque, féminin, sensuel et soumis a eu un impact sur le développement de la danse orientale et sur sa diffusion au Québec. Donc, on se rappelle que le rack charqui a été développé dans un contexte colonial. La littérature et la peinture orientaliste, les expositions universelles, le musical, tout ça participe à créer un Orient imaginaire où la femme orientale exécute une danse exotique à caractère érotique. Donc, je parlais tout à l'heure de la danse orientale qui était associée au striptease, avec l'article de la Tribune qui parlait de cabaret qui grouillait de danseuses arabes. En fait, ici, c'est le corps de la femme arabe, finalement, qui est chosifié, donc objectifié. Je reviens avec l'exemple de Carole Laure aussi dans X13. On voit le décor, on continue d'associer le striptease aux danseuses arabes. On voit elle sort même du sarcophage là, dans son numéro. On voit aussi que l'association se fait avec l'ancienne Égypte, donc ça contribue encore à perpétuer l'image statique et archaïque du Moyen-Orient. Puis même encore en 2021, on peut voir le même type d'association où chanteur masqué, il y a eu, pour accompagner la déesse qui est clairement inspirée de Bastet, il y a 2 danseuses orientales, mais au moins c'était des danseuses professionnelles. Donc, on voit encore ce type d'association-là parce que l'orientalisme, au-delà d'être une représentation imposée à l'autre, c'est aussi une image qui est adoptée par cet autre-là. C'est un phénomène qu'on appelle auto-exotisme. Puis ça se rapporte, dans le fond, à la façon dont les individus, les groupes d'individus s'auto-représentent de manière à renforcer ces stéréotypes-là, qui sont exotiques ou romantiques. Donc, généralement, pour satisfaire les attentes ou les perceptions d'un public extérieur. Donc, certains immigrants ont exploité l'imaginaire orientaliste pour attirer finalement la clientèle dans leur commerce. Donc, on continue d'utiliser l'imagerie des mille et une nuits parce que ça vend. Mais par exemple, dans la communauté de danse orientale, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite, surtout depuis les débats sur l'appropriation culturelle. Puis aux États-Unis, il y a même depuis environ les années 2010 une chasse aux sorcières, dans le fond, qui fait un appel à boycotter certaines artistes parce qu'elles auraient utilisé cet imaginaire orientaliste dans les années 90. Donc, maintenant, le discours élitiste. Donc, le discours élitiste se traduit par une attitude qui privilégie les intérêts, les opinions et les goûts d'une élite sociale ou intellectuelle par rapport à ceux de groupes moins favorisés. Dans le fond, ça ne reflète pas une supériorité intrinsèque d'une culture particulière, mais ça résulte plutôt des rapports de domination et de subordination qu'il y a entre les différents groupes sociaux. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails dans la théorie, là, mais en anglais, on utilise beaucoup les termes highbrow, lowbrow, middlebrow, donc culture moyenne ou culture savante, culture populaire ou culture moyenne. Je ne vais pas y aller très dans les détails, mais c'est quand même des catégories qui sont très subjectives. Puis c'est une dynamique de différenciation qui crée aussi des clivages entre les cultures, donc entre la culture occidentale et les cultures dites ethniques. Donc, la première est vue comme universelle et civilisée, les autres demeurent particulières et non civilisées. Donc, comment ces conceptions-là ont eu un impact sur la danse? Donc, depuis toujours, les études de Peggy Roquigny ont montré que jusqu'au début du 20e siècle, l'élite sociale se servait de la danse pour se distinguer des classes populaires. Puis avec l'émergence des loisirs commerciaux, il y a une distinction qui s'est faite entre les arts dansés qui sont considérés comme artistiques, les beaux-arts, et le divertissement populaire. Donc, vers le milieu du 20e siècle, le ballet classique s'était vu comme un art majeur. Il recevait la majorité des subventions. Et dans les années 70, il y a des artistes de la danse moderne qui sont souvent associés au middlebrow. Ils ont contribué à une certaine démocratisation de la danse, notamment en créant les premiers départements de danse dans les universités francophones à Montréal, dont à l'UQAM. Mais ils ont aussi participé à une certaine élitisation de la danse, dans le fond, en 1976 ou 1977, dans le cadre de la définition des budgets alloués à la danse. Le ministère des Affaires culturelles a organisé un symposium sur la danse, les colloques Québec Danse, qui visait à distinguer la danse professionnelle de la danse récréative. Puis, la seconde était la responsabilité d'un autre ministère. Donc, malgré les débats qu'il y avait entre les artistes, il y a eu un consensus qui faisait un seul curriculum technique de base uniforme pour tous les danseurs professionnels. Donc, ça incluait le ballet, la danse moderne et le ballet jazz.
Donc, ça a privilégié un cursus qui était axé sur, bien sûr, les danses occidentales. Donc, en plus d'exclure les autres formes d'art dansé du programme scolaire, ces groupes d'artistes-là ont reçu l'ensemble des subventions gouvernementales qui étaient destinées au développement de la danse chorégraphique. Donc, selon Peter Lee, les politiques de financement gouvernemental au Canada ont limité et minimisé la portée des expressions artistiques des groupes minoritaires. Donc, la politique multiculturelle minimise finalement l'influence des traditions sur l'art canadien contemporain, mais aussi ça les limite dans leur expression artistique. Donc, les spectacles multiculturels, les festivals, les défilés, ça privilégie l'aspect folklorique de ces communautés-là, puis ça réduit leur art à un exotisme, puis ça néglige leur valeur esthétique finalement. Donc, ça contribue encore là à voir l'autre comme traditionnellement figé et immuable. Donc, cette hiérarchisation des arts est quand même remise en question, surtout avec des mouvements comme le No-Bro, mais aussi par la tendance aujourd'hui de vouloir démocratiser et décoloniser les arts de la scène. Donc, je vais conclure. Donc, la danse orientale est née dans un contexte colonial et fut initialement teintée d'exotisme et d'érotisme, mais elle continue d'être perçue majoritairement comme une forme de divertissement associé au féminin et souvent dévaluée sur le plan artistique. Étudier l'histoire de la danse orientale par le biais du transfert culturel et du discours patriarcal, orientaliste et élitiste va me permettre de mieux comprendre l'origine des inégalités que l'on rencontre dans le milieu professionnel des arts de la scène. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup, Sonia. Donc maintenant, Francis, tu peux ouvrir ton micro et lancer ta présentation. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci, M. Robichaud, pour la présentation. Merci au laboratoire, Claudel et Marie, pour l'organisation et surtout de m'offrir ce temps de parole. Et aussi, merci pour les précieux encouragements, un peu pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc, je suis ici ce midi pour vous parler du commerce musical à Montréal entre 1815 et 1831, qui est mon sujet de mémoire de maîtrise que j'achève et que je souhaite déposer d'ici la fin du mois. L'étincelle, d'abord, pour aborder mon sujet, m'est venue d'une déclaration en 1876 du critique musical montréalais Guillaume Couture, qui affirmait que c'est le commerce musical qui a tué la musique au Canada. Il disait que le commerce musical avait grandi démesurément et qu'il était maître de la situation. C'est en essayant de comprendre cette déclaration que me sont apparues plusieurs des questions fondamentales à mon mémoire. Certes, mon acception de l'expression commerce musical diffère de l'utilisation qu'en faisait un polémiste comme Couture au service d'une rhétorique de l'invective. Dans mon mémoire, le commerce musical sert en quelque sorte de théorie globale. Il comprend autant les sphères de production que de consommation qui sont interdépendantes et éléments d'un même réseau. Je souhaite ainsi établir autour du concept de commerce musical un espace réflexif favorable à l'analyse des différentes modalités de production et d'échange de la musique. Le terrain d'enquête choisi, le Montréal pré-industriel de la première moitié du 19e siècle, soit au moment où émerge une industrie de la musique au Canada et au Québec. Le cadre temporel retenu, donc, va de la réouverture des marchés à la fin des guerres napoléoniennes jusqu'à l'exposition universelle de Londres, où 2 fabricants montréalais exposent des instruments. C'est aussi, en quelque sorte, la période d'incubation de l'industrie musicale, tant aux États-Unis qu'en Europe, et Montréal y participe. Les connaissances sur le commerce musical, voire sur la vie musicale en général, pour la période qui m'intéresse, sont assez ténues et ne se sont pas renouvelées depuis les travaux d'Helmut Kallmann dans les années 1950. Après, c'est une longue généalogie de reprises du même récit qui devient aussi à la longue un peu plus romancé à chaque fois qu'il est repris. Sinon, plus largement, quand on aborde cette époque en histoire culturelle au Québec, on approche le sujet souvent sur une base d'hétéroculture, dans une opposition entre anglais et français, et on néglige largement les goûts, les modes comme facteurs déterminants qui sont en fait partagés par l'ensemble de la population. De plus, on associe la naissance ou le décollage de la culture commercialisée aux années 1880, puis éventuellement au phénomène de grande consommation, comme la presse à grand tirage, le disque ou la radio.
Pour ma part, je soutiens dans mon mémoire que la culture commercialisée existe dès les premiers moments de l'industrie musicale à Montréal, hein, soit dès les années 1820. Sinon, comment comprendre la sortie de couture en 1876 si on situe l'émergence de la culture commercialisée en 1880? Hein? Sans prétendre à l'avènement d'une culture de masse durant notre période, j'ai voulu vérifier cette hypothèse à travers mon mémoire. J'ai placé deux témoins du commerce musical au centre de mes interrogations, hein, les instruments de musique et l'imprimé. L'instrument d'abord de musique est un témoin privilégié des activités musicales, hein, qui entre en relation avec une panoplie d'acteurs dans une variété d'espaces et qui demeure toujours au cœur des échanges. Hein, il existe au croisement du matériel, du social, du culturel, et tous ces aspects influencent directement ses usages, ses significations et son développement. La musique est aussi une idée, hein, qui se propage à travers les discours du commerce. Hein. Il importe donc de considérer la musique dans ses manifestations tant matérielles qu'immatérielles. Hein. Mon mémoire est divisé en trois grandes parties. D'abord, j'aborde l'instrument comme un objet de consommation. Hein. Ensuite, l'imprimé comme un véhicule commercial pour la musique et ses idées. Et enfin, l'écologie de la fabrication. Je me dis que si on admet les magasins et les ateliers d'instruments comme étant des microcosmes du monde musical dans son ensemble, c'est ce qui est souligné d'ailleurs par l'ethnomusicologue Kevin Daw, il apparaît important de comprendre comment cette écologie fonctionne et comment elle était structurée. Donc, la thèse principale que je défends dans ce travail est que la disponibilité accrue des instruments, combinée à la force de l'imprimé et à la démocratisation de la pratique, met tout en place pour une industrie musicale fondée sur le goût de la consommation à Montréal aussitôt que les années 1820. J'ai d'abord voulu comprendre le paysage commercial au moment de l'implantation d'une industrie spécialisée. Hein. J'ai voulu sonder la structure commerciale au tout début du siècle, donc. J'ai constitué une base de données à cet effet à partir du répertoire des données musicales de la presse québécoise. Hein. J'attire votre attention ici sur le sous-titre hein, du frontispice Confrontation de deux cultures. Hein. Je parlais tantôt justement de cette opposition là, qui dans l'historiographie qui est très présente. Je me suis aperçu avec cette base de données que le commerce musical, dans le fond, était largement l'affaire des encanteurs hein, au début du siècle. Il dominait vraiment le paysage commercial avant l'établissement des spécialistes. Et c'est aussi quelque chose qui va durer durant toute la période qui nous concerne ici, là, pour s'estomper éventuellement au courant des années 1850, mais ça, c'est à l'extérieur de mon mémoire. Une fois les spécialistes établis, j'ai voulu comprendre, désolé, je fait 2 pages d'un coup, je vais reculer, voilà. J'ai voulu comprendre à qui s'adressait en fait l'offre d'instruments. Hein. J'ai donc utilisé des inventaires de commerçants des années 1830 dans une approche sémiotique qui est influencée d'Arjun Appadurai pour approcher des instruments sur la base de leur utilisation sociale et rhétorique, hein, pour en faire sortir ce qu'Appadurai appelle les signes incarnés, hein, qu'il définit comme des attributs qui distinguent des objets entre eux. On peut penser à la restriction à l'accès, la restriction par les prix, la complexité d'acquisition, la virtuosité de fabrication, la capacité d'émettre des signaux sociaux complexes, ou la connaissance spécialisée, en fait, nécessaire à leur appréciation. La grande valeur de ce modèle est la clé de compréhension, en fait, qu'il propose pour analyser la structure de l'offre d'instruments de musique, qui cherche maintenant autant la distinction que la démocratisation. Hein. J'ai cherché à savoir si, en opérant ces attributs qui séparent l'objet de luxe de la marchandise, si l'industrie n'avait pas trouvé une façon, en fait, de rejoindre un plus grand spectre de la population là, sans aliéner personne. Par exemple, dans ce qu'on voit ici, l'inventaire de Gottlieb Siebold de 1833, on voit la partie en jaune, on voit les violons. Hein. Il y a 5 gammes déjà de violons offerts. Hein. On va du violon de connaisseur hein, à celui du violonneux de marché public. Donc, une gradation de gamme selon le type hein, ou le niveau de finition, l'incrustation de filets ou non autour de la table d'harmonie, autres marqueurs là, jouant sur la qualité, le timbre ou l'apparence. En m'arrêtant à la culture de l'imprimé maintenant, je m'intéresse d'abord au discours sur la musique hein, et aux stratégies discursives du commerce musical. Je questionne ainsi la presse comme espace de formation publique du goût et du jugement au service vraiment du marché des biens musicaux.
J'aborde, par exemple, le pofisme, l'équivalent de nos jours du buzz autour d'un produit ou d'un artiste, qui joue souvent sur une ligne chancelante là, de la vérité. Donc, on utilise le POF comme stratégie de commerce en musique. Et j'exemplifie ce phénomène par le passage à Montréal du pianiste Léopold de Meyer en 1846. Ce qui me permet d'interroger justement les manifestations de cette pratique, mais aussi les réactions face à l'opportunisme musical, notamment l'accusation de humbug ou de charlatan qu'on voit beaucoup dans les journaux à l'époque. Il y a vraiment une angoisse palpable dans la presse par rapport à l'argent et à la musique, qui est doublée aussi de ce combat là pour le contrôle du goût. Je m'interroge alors sur la notion de charlatan, comme accusation ad hominem, mais aussi comme pratique assumée et consciente du commerce musical. Je me demande si la presse n'a pas justement remplacé le charlatan, comme on voit autrefois, qui racontait son bagou là, du haut de son tréteau. J'analyse aussi la relation existante entre les musiciens et les facteurs d'instruments, comment il est véhiculé par la presse. Un phénomène qui se développe aussitôt que 1836 à Montréal, quand le chanteur populaire Henry Russell collabore avec la famille Mead à l'idéation d'un nouveau piano. C'est déjà donc une industrie où les branches fonctionnent de plus en plus en synergie. Je m'intéresse ensuite à l'imprimé comme objet de consommation en tant que tel, en passant d'abord par le manuscrit en tant qu'élément de transition. J'utilise le cahier manuscrit de Jane Ann Torrington, un cahier qui a été constitué entre 1817 et 1840. Je l'utilise en fait pour retracer les indices de circulation des revues musicales états-uniennes, aussi les revues de littérature dans lesquelles était publiée de la musique déjà à l'époque. Et donc appréhender comment la musique a été consommée, comment elle était appropriée par les amateurs dans l'intimité de ses usages. J'aborde ensuite la feuille de musique, proprement dite, comme premier objet de grande consommation vraiment en musique, qui répond au goût de la population. C'est un objet aussi qui sert à la mise en scène de l'idole, qui est un phénomène émergent à l'époque. On voit des stratégies apparaître comme l'autographe ou le portrait qui sont vraiment valorisés. La consommation du vedettariat se met en place. On peut maintenant ramener un bout de notre idole à la maison. Ici, là, disons, son image, sa musique, son geste par l'autographe. Donc, c'est une certaine appropriation aussi de la vedette, de l'idole, de consommation de cette idole. Enfin, pour la facture instrumentale, qui était mon troisième pilier là, de mon mémoire, mon cas de figure principal pour la période est George Hooper Mead, un fabricant sur qui j'ai pu trouver beaucoup de sources, notamment plusieurs litiges en cours qui me permettent un accès privilégié à l'univers de la fabrication. Je m'intéresse donc au statut du maître artisan, à sa réputation, mais aussi aux acteurs de la fabrication, comme les compagnons ou l'émergence durant la période du contremaître. J'analyse les différents modèles entrepreneuriaux qu'on retrouve au moment clé d'organisation de l'industrie. J'interroge aussi le lien de confiance entre les fabricants et les consommateurs, notamment en ce qui a trait aux orgues et leur réception par les paroissiens. La facture instrumentale apparaît dès lors comme un site de négociation entre musiciens, fabricants et matériaux. Devant l'adversité du climat bas-canadien, d'ailleurs, le sujet de la technologie des matériaux devient central. On assiste à l'introduction de nouveaux matériaux dans la fabrication, notamment le fer, comme on voit ici là, dans le plus vieux témoin encore existant de cette période, un piano de Mead de 1833. Enfin, donc, pour terminer, voici donc un rapide survol des grands thèmes de mon mémoire où le commerce musical se révèle comme un phénomène complexe au croisement du matériel, du social et du culturel, sur lequel de nombreux aspects resteront encore à étudier. Je vous remercie pour votre attention. Donc, bravo tout le monde pour ces présentations. Donc, comme je disais, j'ai seulement besoin de laisser pousser ma barbe un petit peu plus, m'acheter un haut de forme et je peux m'installer comme Guillaume Couture sur un banc pour qu'on me prenne en photo. Donc, je remercie nos panélistes de nous avoir fait découvrir leurs travaux en cours. À chaque fois, ils réussissent à m'étonner. Moi, je suis certain que j'aurai quelques questions à poser, mais je vais laisser Claudel qui va diriger le trafic maintenant et prendre des questions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, Claudel, c'est à toi. Bonjour, pour l'instant, on a une question de Sophie Quirion. Tu peux y aller, Sophie, on n'avait pas de questions dans le clavardage. Oui, ma caméra ne fonctionne pas, c'est pas grave. Oui, merci à tout le monde pour vos présentations. J'aurais une question pour Olivier. J'ai vu que la cartographie, je ne sais pas si c'est arrivé assez tôt dans ton parcours là, à la maîtrise,
J'aimerais savoir, est-ce que pour toi, ça t'amène en fait à formuler vraiment des hypothèses là, par rapport à l'espace géographique là, de la criminalité et de la justice? Est-ce que c'est pour toi, là, c'est un outil pour faire des hypothèses, la cartographie? Oui, merci beaucoup, Sophie, pour ta question. Donc, moi, personnellement, pour moi, l'espace ou l'aspect plus géographique, la carte comme telle, c'est vraiment le centre de mon mémoire ou de ce qui m'intéresse aussi particulièrement. Je dirais que j'ai été amené à m'intéresser justement à la cartographie plus que vraiment à la justice, parce que je pense que la justice, pour moi, en tout cas, c'est plus un outil pour faire de la cartographie, parce que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et donc, oui, c'est vraiment là, c'est ça qui me pousse un peu à justement à cet aspect-là. Ben, Excuse, si tu répondu à ta question? oui, oui, vraiment, en fait, ben, moi aussi, dans mon mémoire de maîtrise, là, la cartographie prend vraiment une place importante. Puis, au doctorat, ben là, cet hiver, il y a un séminaire qui se donne à l'UDM, peut-être que ça t'intéresserait, sur la conception de cartes web. Ça s'appelle, c'est en géographie, là, c'est genre GeoWeb. Je pense que tu vas réussir à te retrouver comme ça. Puis ça semble vraiment pertinent si jamais tu veux en apprendre plus sur la conception de cartes. Euh, c'est un petit truc. Super. Merci beaucoup pour ton conseil. Oui, Léon, vous pouvez poser votre question. Merci. Moi, j'aurais une question pour Francis. Cette culture musicale-là, c'est quoi, serait quoi sa relation avec une musique qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, une musique euh, populaire? Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? On voit qu'il y a des violons qui s'adressent plutôt à des violonneux, disons, qui ne sont pas dans des orchestres. Donc, je suis juste curieux par rapport à cette relation-là. Oui, bien, écoute, on parle pas encore de musique traditionnelle à ce moment-là, hein, elle est en formation. Ce qu'on conçoit de nos jours comme une musique traditionnelle se forme un peu dans ces années-là. On est vraiment dans un moment où la musique populaire, en fait, émerge, hein, avec des types comme Henry Russell que j'ai montré, qui amène d'abord le concert comme un récital, hein, qui avant c'était un amalgame là, de comédie, de danse, de chant, de toutes sortes de choses. Bon, là, on arrive au donc, il y a une émergence de la forme populaire qu'on connaît encore de nos jours. Mais ce répertoire-là, qui est consommé abondamment par les partitions, on a là-dedans des galopes, des mazurkas, toutes sortes de pièces qui deviendront en fait un peu partie de notre folklore ou de notre tradition, hein, ayant circulé, ayant été appropriées par monsieur, madame, tout le monde, un peu partout au Québec. Ben souvent, ces pièces-là vont finir par s'insérer dans une culture populaire là, pour finalement prendre forme dans ce qu'on conçoit de nos jours comme la musique traditionnelle. Il y a un type qui a une très belle démonstration, son nom m'échappe là à l'instant, mais sur justement le rapport de ces pièces imprimées-là des années 1830, 40, 50 et comment il les repère dans le folklore, dans la musique traditionnelle actuelle. Hein, il repère les souches de cette musique-là, surtout dans l'apport du piano à la musique traditionnelle. Donc, ouais, à l'époque, je pense pas que. Mais par contre, oui, le violon, hein, c'est ce que j'ai voulu aussi démontrer, c'est qu'on n'est pas justement dans un principe d'émulation, hein, toujours de vouloir faire comme les bourgeois faisaient et consommer la musique d'une façon plus élitiste. Mais le violon était disponible à la masse, hein, on le voit là dans les inventaires. Un violon haut de gamme vaut 5 livres, mais il y en a 50 qui en fait valent 12 livres, les 50 ensemble, à quelques shillings chaque. Donc, les instruments étaient disponibles pour l'ensemble de la population. Puis là, je parle juste des violons, mais je peux faire la démonstration avec différents types d'instruments. C'est pourquoi je parle de démocratisation, en fait. Voilà. On a une question de Louise Bienvenue. Oui, merci. D'abord, je veux remercier les trois présentateurs, présentatrices. Je trouve que vous méritez bien vos bourses. Là. C'était vraiment d'excellentes présentations puis des projets tout à fait stimulants. Donc, félicitations. J'ai une petite question pour Sonia. J'ai bien aimé ta présentation aussi. C'est la réflexion sur les concepts en particulier est vraiment riche. Je me demandais, puisqu'on est dans le cadre d'une séance du laboratoire du patrimoine et d'histoire de Montréal ou quelque chose comme ça, en quoi ton projet s'inscrit plus particulièrement là, dans la vie montréalaise et est-ce qu'il y a des particularités montréalaises à la réflexion que tu nous proposes?
Oui, merci beaucoup, Louise, pour ta question. C'est sûr que j'ai pas passé là-dessus parce que ma présentation était déjà très chargée. Donc, oui, au départ, je voulais étudier la danse orientale au Québec, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment déjà très gros. Donc, je me focalise sur Montréal parce que c'est à Montréal que c'est arrivé en premier, finalement. Puis encore aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, c'est à Montréal que le cœur, finalement, de la profession, finalement, de la danse orientale, qui a le plus de spectacles, etc. Puis qui a encore, finalement, des prestations, finalement, dans les restaurants, ce qu'on ne voit plus vraiment ailleurs, finalement. Donc, oui, c'est ça, c'est à Montréal. Ça a commencé même au niveau du Canada, le premier cabaret qui a été, finalement, créé, qui proposait des spectacles de Raksharki, ben, c'était à Montréal. Donc, c'est sûr aussi, comme ville cosmopolite, il y a eu comme un, tu sais, un échange culturel spécifique à la ville, finalement, avec les communautés qu'il y avait sur place. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait aussi dans les grandes villes et, au Canada, mais aussi aux États-Unis. Donc, je trouvais que Montréal, c'était le bon terrain de jeu, finalement, pour étudier ce phénomène-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, Léon. Encore moins. En fait, pour suivre par rapport au projet de Sonia, quand on regarde justement les différents thèmes qu'on a vus, le patriarcat, l'exotisme, l'orientalisme, l'élitisme, pour les femmes, parce que c'est essentiellement des femmes qui pratiquent cette danse-là, celles qui s'inscrivent dans des cours, qui suivent des cours, euh, qu'est-ce qui te semble à ce moment-ci, au tout début de ce processus-là, qu'est-ce qui les attire dans cette pratique-là? Est-ce que c'est l'exotisme, le divertissement, la mise en forme? Donc, à ce moment-ci, comment tu vois ce transfert culturel-là? Je dirais toutes ces réponses. Vraiment, c'est propre à chacun. C'est sûr que là, je me fie avec mon expérience, puis aussi une analyse qui est très récente, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études en histoire, finalement, qui a été voir à chaque période, c'était quoi les spécificités, là. Mais aujourd'hui, on dirait, ça dépend vraiment. Il y a des gens, c'est le côté exotique qui les attire en premier, puis c'est comme aussi ce côté-là de jouer avec le regard masculin, de contrôler ce regard-là, ça en a que pour certaines, c'est vraiment ce qui les attire. Pour d'autres, c'est vraiment plus le côté, justement, le loisir. Pour d'autres, c'est vraiment la culture. Souvent, ce qui arrive, c'est que tu arrives, c'est vraiment plus le côté exotique qui t'attire, mais plus tu étudies, plus tu t'impliques, plus tu rencontres les gens, c'est là que tu commences à créer un intérêt finalement pour la culture. Il y en a beaucoup qui vont finalement apprendre la langue arabe. La plupart des professionnels vont voyager en Égypte et ailleurs. Quelques-unes vont même aller danser dans ces pays-là. Il y en a une présentement, justement, là, qui est au Liban. Donc, il y a des échanges culturels, mais ça vient plus loin dans le processus. Souvent, ce qui arrive en premier, c'est le côté un peu plus exotique ou le bling-bling, comme je dirais, là, ce qui attire beaucoup. Je poursuis pour Olivier. Est-ce qu'il y a des types qui sont associés à certains lieux? Tu disais qu'il y a l'espace privé, l'espace public. Est-ce que on se tape dessus en privé ou on se tape dessus en public? Donc, on parle des voies de fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, des particularités par rapport à certains types de plaintes qui ont lieu? Oui, définitivement. Donc, les vols, sans grande surprise, se passent en privé. Je pense pas que je te prends ça. Non, on vole pas en public ou j'ai pas, en tout cas, j'ai pas de plaintes qui se sont rendues à moi où quelqu'un a volé en public, à l'exception du port de Montréal, où justement je me demandais un peu la question, est-ce que là on considère vraiment comme un espace privé ou public? Mais sinon, ça se passe, en tout cas pour les vols, ça se passe dans un espace privé. Pour les voies de fait, c'est plus compliqué. Je dirais que c'est un entre-deux assez bien établi entre du privé et du public. Généralement, la voie de fait a tendance à avoir lieu entre cet espace qui est un peu privé, c'est-à-dire une terre que quelqu'un appartient, et une voie de circulation, souvent un chemin, souvent des grands chemins, tout ça. Donc, où tu as des voisins qui se chicanent, souvent, c'est en fait le cas qui arrive souvent, c'est un cheval qui traverse dans un champ et abîme les récoltes ou peu importe les,
les aliments agricoles, les terres agricoles que quelqu'un appartient. Et donc, il y a chicane pour ça. Souvent, c'est des chicanes de voisinage ou des chicanes que je disais un peu de propriété. C'est vraiment une question, ah ça, non, ça, c'est ma propriété. Puis là, bon, ça sort les points. Puis ça fait toujours en cours comme ça un peu. Mais ça, c'est le typique. Chaque place, chaque type de crime, un peu, c'est ces lieux typiques. On peut parler des falsifications. Ça se passe donc d'abord chez les gens souvent, et c'est souvent organisé par des soldats qui distribuent de la fausse monnaie et qui rendent ça sur la place du marché, puis ça se distribue ou justement ils achètent des objets de tout genre. Ça peut être la vente d'alcool généralement, ça se fait surprenamment, en tout cas, sur les voies de circulation. C'est des Autochtones. Donc, par vente d'alcool, je n'ai peut-être pas précisé dans la présentation, je faisais référence à la vente d'alcool illégale aux Autochtones, et qui est un crime relativement grave à l'époque, ou du moins c'est considéré par les autorités comme relativement grave. Et c'est quelque chose qui se passe sur une voie de circulation. C'est un Autochtone qui voit quelqu'un qui a de l'alcool sur lui et qui demande j'ai un petit peu d'argent ou j'ai quelque chose à t'échanger, tu me donnes ton alcool. Puis ça se fait relativement discrètement, mais ça se fait justement sur des voies de circulation. Je pourrais donner plein d'exemples, mais j'étais près dessus. Claudel, est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous attendent? Non, on n'a pas d'autres questions. Et puis pour le temps, est-ce qu'on doit terminer à 1 heure ou est-ce qu'on a encore un peu? Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question pour Francis? Oui, vous pouvez poser une dernière question. Oui. Francis, du côté justement de l'équivalent charlatan et puis mise en scène, le POF, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rôle, le buzz qu'on essaie de créer? Est-ce que on voit des articles où on parle de ces personnages-là? Est-ce que ça veut dire qu'en ville, il y avait soit des performances qui étaient on voyait soit un pianiste qui semblait jouer avec le pied aussi bien qu'avec les mains. Donc, est-ce que ces performances-là sont faites pour vraiment en mettre plein la vue, puis faire parler de soi? Peux-tu nous en parler un peu plus de cet aspect-là? Oui, absolument. Oui, vous pouvez Oui. terminer votre question? Non, c'est bon, c'est fait. OK, parfait. Oui, en fait, le pofisme, hein, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil de mes recherches parce que j'étais pas familier avec l'expression nécessairement, mais je vois qu'elle était très présente et utilisée à l'époque même. Hein. J'ai mis un petit encadré là, d'une pièce de théâtre d'Eugène Scribe de 1848. C'est un thème. L'argent rendait les gens un peu mal à l'aise quand on l'associait à la musique et à l'art. Mais déjà, ce que j'essaie de montrer, moi, c'est que les musiciens avait ce besoin de se vendre. Hein. On était passé d'un patronage qui soutenait toute l'institution musicale et maintenant, on est dans une espèce de libre marché où là, il faut développer nos tactiques pour se promouvoir, pour se vendre. Fait que oui, ces pianistes-là, comme Léopold de Meyer, que je montre, c'était des gens qui en mettaient plein la vue. Hein. Ils jouaient, on le voit là, dans cette espèce, c'est un frontispice de partition, mais on le voit avec le pied sur le piano, la chaise est cassée et sur le côté du piano, c'est écrit piano à toute épreuve. Décidément, De Meyer était commandité par une compagnie de piano. Ça faisait son affaire de montrer que cet homme-là jouait fort, était un musicien corporel, puis tout ça. T'sais. Donc, on met ça aussi de l'avant dans ce qu'on voit, ce qu'on lit, en fait, dans les journaux, hein, dans les critiques, qui sont des assemblages. C'est de la poésie. Ils appellent ça de la poésie de 4e page, de la brume. Je me souviens plus. En tout cas, il y a une belle expression. C'est vraiment c'est une belle littérature à investiguer. Et puis, on met l'accent là-dessus, justement, sur l'aspect grandiose, l'aspect un peu surhumain de ces gens-là. Hein. Donc, la réaction à ça, c'est de les traiter de saltimbanques, hein, de les traiter, de comparer ça à des événements de cirque. C'est pour ça que quand j'ai montré aussi après les 2 caricatures de Meyer, on en a une, il est vraiment on voit Savary qui est un violoniste qui court en arrière, tout ça, mais on les traite comme 2 personnages de cirque, hein, qui font une démonstration qui détonne un peu de cet objet classique que certains préconisent pour la musique, qui devrait être pur, qui devrait être chaste. On est encore très proche du mouvement néoclassique aussi en art pictural, hein, où tout est droit, les lignes sont fermes et tout ça. Il n'y a pas vraiment d'extravagance. Et puis, ces gens-là amènent tout l'inverse. Donc, oui, il y a une réaction, on les traite de saltimbanques, mais
effectivement, pour se vendre, ces gens-là utilisent de toutes sortes de stratégies et ces stratégies-là se retrouvent aussi beaucoup dans le discours. Je vais terminer rapidement là-dessus parce que dernièrement, on entend parler de Buffy Sainte-Mary. Là, il y a tout un scandale autour de son pretendienne puis tout ça. Tu sais, mais moi, je regarde ça puis je me dis, c'est pas très différent de cette époque-là. C'est des gens qui, en arrivant, se créent un persona, se créent un personnage public, qui soit vrai ou faux, on joue là-dessus. Et dans son cas, elle, ça l'a pris, puis je pense qu'elle s'est juste fait embourber dans son poche là, de l'époque, tu sais, pour rester pris là-dedans. Mais c'est pas très différent de ça. C'est pas. Je trouve que les similarités sont très frappantes. Voilà. Parfait. Et merci beaucoup. Eh bien, encore une fois, félicitations aux récipiendaires des bourses d'excellence du Laboratoire d'histoire et de patrimoine à Montréal. Et puis, restez à l'affût pour des nouvelles. On aura une prochaine activité en février. Donc, ce sera annoncé sur notre bulletin de nouvelles qui a 2 fois par mois, il me semble, Claudel. Je pense que c'est ça. Et tu pourras confirmer. Et puis, donc, c'était vraiment très agréable de vous avoir parmi nous. En cette journée très froide encore. Et puis, on souhaite qu'on se voit dans un moment plus chaud et qu'on pourra se voir en personne le plus possible au printemps. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.